Dossier 4 de l'ère libérale à la Première Guerre mondiale, de 1896 à 1918. Vers les années 1900, il va y avoir des nouvelles idées politiques qui vont apparaître. Une de celles-là est l'impérialisme canadien-anglais. On le caractérise par un fort attachement à la couronne et à l'Empire britannique. Ce sont un groupe de personnes qui sont en faveur d'un Canada unilingue, anglophone et protestant. Et ils souhaitent aussi que le Canada participe au conflit armé si l'Angleterre a besoin de son aide. L'acteur principal qui représente cette idée politique est Robert Borden, qui sera premier ministre du Canada. L'autre idée politique qui fait son apparition est le nationalisme canadien-français. On le caractérise par une demande d'une plus grande autonomie du Canada par rapport à la Grande-Bretagne. Pas nécessairement sa pleine indépendance, mais juste plus d'autonomie. On demande aussi que les Canadiens français aient les mêmes droits que les Canadiens anglais, étant donné qu'ils cohabitent sur le même territoire. Et on aimerait que le Dominion puisse choisir à l'aide d'un vote s'il participe ou non à un conflit armé si l'Angleterre leur demande d'y participer. L'acteur principal qui représente cette idée politique est Henri Bourassa, qui sera député du Parti libéral au gouvernement fédéral. Entre ces deux courants de pensée, il y a Wilfrid Laurier, qui sera le premier ministre francophone du Canada entre 1896 et 1911. Wilfrid Laurier, lui, souhaite diminuer les tensions entre les impérialistes canadiens anglais et les nationalistes canadiens français. Il veut pouvoir mettre en valeur l'existence des deux cultures, donc anglophone et francophone, et que ces deux cultures-là doivent s'unir et surtout vivre en harmonie pour que le Canada puisse se développer. En fait, il souhaite développer une nouvelle identité nationale. Quand on pense à Laurier, on pense à politique de compromis, qui est très bien représentée par cette caricature. Donc, Laurier qui se trouve au milieu d'une balance et qui essaie de garder cette balance égale des deux côtés. D'un côté, on a les impérialistes canadiens anglais représentés par Borden qui reprochent à Laurier de ne pas être assez anglais. Et de l'autre côté, on a les nationalistes canadiens français représentés par Henri Bourassa qui reproche à Laurier d'être trop anglais. On voit bien ici ces politiques de compromis à l'aide, entre autres, des décisions que Laurier va prendre dans l'implication canadienne. En 1899, l'Angleterre déclare la guerre au bourg et elle demande au Canada d'envoyer des soldats en Afrique du Sud. On aura une partie de la population qui sera pour, les impérialistes canadiens anglais qui ont un fort sentiment d'attachement envers l'Angleterre, mais on a une partie de la population qui est contre, les nationalistes canadiens français, qui considèrent que ce n'est pas le territoire du Canada qui est attaqué, donc ils ne voient pas pourquoi on devrait mettre en péril la vie de la population canadienne. Laurier, au départ, est réticent à autoriser l'envoi de soldats, mais avec les pressions que les anglophones vont faire, il va finalement céder et il enverra des soldats canadiens en Afrique du Sud. On considère que cette participation-là va confirmer l'engagement du Dominion à soutenir l'Empire pour les prochains conflits. C'est aussi à la suite de cette décision de Laurier que Henri Bourassa va quitter le Parti libéral et il va siéger à titre de député indépendant pour démontrer son désaccord face à la décision de Laurier. Un autre exemple de sa politique de compromis est quand la Grande-Bretagne va demander une aide financière pour pouvoir renforcer sa marine britannique. On va avoir d'un côté une partie de la population qui est pour, donc les impérialistes canadiens anglais, et on a de l'autre côté ceux qui sont contre, les nationalistes canadiens français. Laurier va décider de fonder la Marine royale du Canada comme compromis. Il va aussi décider d'acheter 2 navires qui seront postés au Canada, un sur la côte est et un sur la côte ouest, et ces navires pourront être utilisés en cas de nécessité si la Grande-Bretagne a besoin d'aide.
Pendant cette période-là aussi, le gouvernement va continuer à faire la promotion des terres de l'Ouest. On veut qu'il y ait davantage d'immigrants et de colons qui viennent s'installer dans l'Ouest canadien. Ça a été bien entamé avec, entre autres, la politique nationale de John A. Macdonald, surtout avec la construction du chemin de fer. Et on va continuer dans cette même lignée avec les publicités pour attirer les immigrants. Et ça fonctionnera très bien. Il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont venir s'installer dans l'Ouest. Ça aura plusieurs conséquences, dont une qui fera en sorte que le pourcentage de francophones sur le territoire va diminuer parce que la majorité des immigrants et des colons qui viennent s'installer sont anglophones et protestants. Et étant donné que la démographie va augmenter, on va créer 2 nouvelles provinces et un nouveau territoire pour pouvoir leur donner une structure politique. Si on regarde le territoire du Canada en 1905, on peut voir tout d'abord que le Québec, l'Ontario et le Manitoba, leur territoire s'est agrandi. Et on va avoir aussi la Saskatchewan qui sera ajoutée, l'Alberta et les territoires du nord, du Yukon. Par contre, ces colons qui viennent s'installer sur le territoire s'installent sur un territoire qui est déjà occupé par les Autochtones et par les Métis. Donc, le gouvernement va créer de nouvelles réserves et surtout de nouveaux pensionnats indiens. Les pensionnats, ce sont des établissements scolaires qui sont gérés par des communautés religieuses. Donc, les catholiques auront des pensionnats francophones, pendant que les protestants auront des pensionnats anglophones. Dans ces pensionnats, les conditions de vie et d'éducation sont très mauvaises. Il y aura des milliers d'enfants qui seront séparés de force de leur famille. L'utilisation de leur langue maternelle est interdite et il y aura plusieurs enfants qui vont subir de mauvais traitements et vont même en mourir. L'objectif des pensionnats indiens est très clair. Il est d'assimiler les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Pendant cette période, on fait aussi entrer le Canada dans sa deuxième phase d'industrialisation. On est entre 1896 et 1929 et la source d'énergie qui sera utilisée lors de cette phase d'industrialisation-là sera maintenant l'hydroélectricité. On va baser cette phase sur l'exploitation des ressources naturelles. L'argent, les capitaux proviennent majoritairement des États-Unis parce qu'ils ont besoin de ressources naturelles. Et pendant cette période, plusieurs lois seront mises en place pour pouvoir améliorer les conditions de travail des ouvriers, mais les conditions de travail ne seront pas si meilleures que ça, mais elles vont tendre à s'améliorer. La deuxième phase d'industrialisation a une conséquence territoriale importante, ce sera le développement des régions. Donc, les entreprises vont aller s'installer proche des ressources naturelles ou proche de la source d'énergie, ce qui fera en sorte que des routes, des chemins de fer seront construits et vont finalement relier les régions aux grands centres. Donc, plusieurs régions vont réussir à se développer lors de cette deuxième phase de l'industrialisation. C'est aussi pendant cette période-là que les syndicats vont devenir de plus en plus présents et auront un rôle à jouer important dans l'amélioration des conditions de travail des ouvriers. Les revendications principales des syndicats à cette époque sont les augmentations de salaire. Une autre revendication est de diminuer le nombre d'heures de travail par semaine et aussi d'avoir une certaine forme de sécurité au travail. Donc, les moyens que les ouvriers et les syndicats ont d'obtenir des meilleures conditions, c'est en faisant des grèves. Donc, une grève, c'est le principe d'arrêter de travailler. Donc, on cesse d'effectuer la tâche pour réussir à arrêter la production et faire diminuer les profits de l'employeur, ce qui va lui mettre une pression supplémentaire pour négocier avec les syndicats ou les ouvriers.
De plus, les travailleurs peuvent participer à des manifestations. Par contre, ces manifestations-là sont souvent réprimées violemment par le gouvernement qui va envoyer la police ou même des soldats pour mettre fin à ces manifestations-là. Étant donné que il y a peu de syndicats francophones, les syndicats américains vont venir s'installer graduellement pour pouvoir aider les travailleurs à obtenir des meilleures conditions de travail. Donc, on va avoir les Chevaliers du travail qui vont arriver des États-Unis. On va avoir aussi la Fédération américaine du travail, mais ces syndicats américains sont très mal vus par le clergé. Le clergé s'oppose à l'implication de ces syndicats parce qu'il considère qu'elles sont des organisations anticléricales. Donc, ce que le clergé va faire en 1901, il va créer son premier syndicat catholique francophone. Le syndicat va être supervisé par un membre du clergé pour s'assurer que les valeurs catholiques sont bien respectées. Et en 1921, on aura la création de la CTCC, donc la Confédération des travailleurs catholiques canadiens. Grâce aux syndicats, aux grèves, aux manifestations, on va réussir à faire adopter certaines lois en matière du travail. Donc, maintenant, les travailleurs seront mieux protégés contre les accidents de travail. Il va y avoir des lois qui vont protéger aussi le travail des femmes et des enfants. Il va y avoir des lois pour mettre un nombre maximum d'heures par semaine et il y aura enfin un salaire minimum. Il y a une partie de la population qui travaille dans les usines, mais il y a une grande partie de la population francophone qui, elle, vit encore d'agriculture. Au début du 20e siècle, on est dans une période de modernisation de l'agriculture, de mécanisation, et si les francophones veulent rester compétitifs, ils doivent eux aussi se moderniser. Malheureusement, ils n'ont pas nécessairement les moyens financiers pour le faire. En plus, les banques ne prêtent de l'argent qu'aux grandes compagnies. Donc, qu'est-ce que les agriculteurs vont faire? Ils vont se tourner vers le coopératisme. Donc, ils vont mettre en commun leurs ressources financières et ou matérielles pour pouvoir par la suite les partager. En 1900, on va avoir ici un homme, Alphonse Desjardins, qui va créer une coopérative qui s'appelle la Caisse populaire Desjardins, qui va prêter de l'argent aux agriculteurs. Cette fois-ci, les membres du clergé veulent appuyer la création de coopératives parce que les coopératives favorisent l'agriculture et l'agriculture est une valeur traditionnelle importante pour la religion. Si on s'en va vers l'Europe, vers 1900, on est dans une période de rivalité commerciale en Europe et aussi d'une course aux armements, ce qui va faire en sorte qu'on va créer des alliances pour s'assurer que si on se fait attaquer, d'autres personnes vont venir nous prêter main forte. D'un côté, on va avoir l'Autriche-Hongrie avec l'Italie et l'Allemagne qui vont former la triple alliance. De l'autre côté, on a l'Angleterre avec la Russie et la France qui vont former la triple entente et chacune des alliances aura aussi d'autres États plus petits qui vont faire partie de leurs alliances. Ce qui va faire en sorte que le 28 juin 1914, quand il y aura l'assassinat de l'héritier du trône austro-hongrois, donc François Ferdinand, qui est assassiné par un nationaliste serbe, cet événement sera l'événement déclencheur qui va mener à la Première Guerre mondiale. Donc, on rentre dans une réaction en chaîne. Le 4 août 1914, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Alors, le Dominion entre alors en guerre également. Le premier ministre de l'époque,
Robert Borden, mettra en place le 22 août 1914 la loi sur les mesures de guerre. Cette loi fait en sorte que le fédéral a plus de pouvoir, mais en contrepartie, on diminue aussi les droits et libertés des citoyens. La loi sur les mesures de guerre sera levée seulement en 1920. On va aussi créer une armée, donc le corps expéditionnaire canadien. Il y aura 630 000 Canadiens qui vont en faire partie. 424 000 seront envoyés au front. Mais autre que l'envoi de soldats, la population va participer à l'effort de guerre de différentes façons. On va demander aux agriculteurs d'augmenter leur production et leur récolte pour envoyer les surplus en Europe pour le ravitaillement des soldats. On va transformer plusieurs usines pour pouvoir produire plus de matériel militaire. On va inviter la population à investir dans les obligations. Donc, le gouvernement a besoin d'argent. Alors, de cette façon, la population prête de l'argent au gouvernement en achetant des obligations de la victoire. Et on va mettre en place l'impôt de guerre qui devait être temporaire. Finalement, il ne sera jamais enlevé. Il y a une autre partie de la population aussi qui va participer à l'effort de guerre. Ce sera les femmes qui iront travailler dans les usines, étant donné qu'on doit produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais qu'une partie de la population est partie au combat. Ce sera les femmes qui iront travailler dans les usines. Et c'est grâce d'ailleurs à cette implication que les femmes réussiront à obtenir le droit de vote au fédéral en 1918. On va aussi créer en 1915 le 22e bataillon. Donc, c'est un bataillon qui sera composé entièrement de francophones pour que les soldats puissent communiquer entre eux en français et surtout pouvoir recevoir des directives en français. Mais en 1917, le Canada commence à manquer de volontaires. On va imposer la conscription. La conscription, c'est l'obligation de tout homme âgé de 20 à 45 ans qui sont célibataires ou veufs sans enfants de s'enrôler dans l'armée. On n'aura pas une réaction partout pareil au travers du Canada. Une partie de la population sera pour l'imposition de la conscription, donc les impérialistes canadiens anglais qui veulent vraiment participer à aider l'Angleterre. Et on a une partie de la population qui est contre les nationalistes canadiens français qui considèrent qu'on a assez investi dans ce conflit. Ça va mener à une violente manifestation dans la ville de Québec qui va mal se terminer. Il y aura 5 civils qui seront tués par des soldats et ça mettra fin à la manifestation. C'est ce qu'on appelle en fait la première crise de la conscription qui vont affronter les anglophones aux francophones. Et cette crise est un autre événement qui va augmenter les tensions entre les deux groupes. La participation du Canada à la Première Guerre mondiale va avoir un effet positif sur l'évolution du statut du Canada. Pendant le conflit, les soldats canadiens vont participer à la bataille de Vimy, dans laquelle ils vont remporter une importante victoire. Ça va mener à une plus grande autonomie par rapport à la métropole. Le Canada va aussi participer aux négociations qui vont mener au traité de Versailles, donc le traité de paix qui met fin à la Première Guerre mondiale. Et finalement, le Canada va signer le traité de paix à titre de nation indépendante, ce qui va faire en sorte que le Canada va avoir son propre siège à la SDN, donc la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU. Plus tard, le Canada va réussir à obtenir son indépendance totale de l'Angleterre avec le statut de Westminster en 1931.